Après une rupture avec un manipulateur émotionnel, le premier sentiment qui vous envahit est un profond et suffocant sentiment d'injustice. Vous voyez le narcissique passer à autre chose, construire de nouveaux récits, apparemment insensible à toute conséquence, tandis que vous luttez contre les ravages de votre propre santé mentale. Cette vision déformée engendre la fausse impression que l'agresseur s'en est tiré, que la manipulation a triomphé et qu'il n'existe aucune justice pour la perversion psychologique. Pourtant, l'erreur de la victime est d'attendre une intervention divine, un coup du sort, pour punir immédiatement et brutalement le manipulateur. La réalité clinique et structurelle est bien plus brutale. La justice divine envers un narcissique s'exerce par la loi implacable de cause à effet. Il ne s'agit pas d'un châtiment magique, mais de l'effondrement mathématique d'une vie bâtie sur le mensonge. Le narcissique construit un château de cartes sur un terrain instable et la providence ne fait que laisser le vent souffler. L'architecture mentale de ce prédateur est autodestructrice et la réalité lui impose 5 choses précises pour démanteler cette illusion. Première chose, la chute du masque et la révélation de la vérité. Pour saisir toute la portée de cette première intervention providentielle, il faut comprendre le fonctionnement du narcissique. Toute son énergie vitale est consacrée à construire et à maintenir une image publique irréprochable. Ce faux semblant est l'armure qui protège le vide et l'envie chronique qui ronge l'être. Il a besoin que le monde le perçoive comme un bienfaiteur, un professionnel brillant, un partenaire idéal ou une victime incomprise. Maintenir ce masque 24 heures sur 24 exige un effort cognitif considérable. La première chose que fait Dieu est de créer des circonstances incontrôlables qui font tomber ce masque. Le contrôle lui échappe. Le narcissique est mis sous pression dans un environnement où il ne peut plus recourir à ses tactiques d'évitement habituelles. Et c'est précisément à ce moment que sa véritable nature cruelle, calculatrice et froide est mise en lumière. Le plus destructeur dans cette révélation est qu'elle se produit rarement devant la victime principale, car celle-ci est déjà discréditée. Le masque tombe devant les mauvaises personnes, un nouveau patron, un investisseur, un juge ou un nouveau fournisseur. L'individu perd son sang-froid et révèle son agressivité et son mépris de la morale dans un moment d'inattention. Cette brèche dans l'image du bon citoyen est irréparable. Son entourage commence à faire des liens. Les histoires racontées par l'agresseur perdent tout leur sens et la graine de la méfiance est semée dans son environnement. Il n'est plus intouchable. Deuxième point, céder à ses propres pulsions destructrices. L'esprit humain sain possède des freins moraux et logiques, des mécanismes qui nous empêchent de franchir certaines limites par crainte des conséquences. Le narcissique, animé par son arrogance et un complexe de supériorité maladif, croit sincèrement que les lois de la physique, de la morale et de la société ne s'appliquent pas à lui. La seconde intervention de la Providence est l'acte de justice le plus terrifiant. Elle supprime ses freins. Dieu le livre tout simplement à ses propres désirs. Au lieu d'ériger des barrières, la réalité permet au narcissique d'agir au maximum de sa vanité et de son orgueil. Se sentant invincible pour avoir échappé aux conséquences de ses actes à maintes reprises, le manipulateur commence à commettre des erreurs de jugement grotesques. Il sous-estime l'intelligence de son entourage. Il ment effrontément et élabore des stratagèmes de manipulation si complexes et audacieux qu'ils deviennent impossibles à maintenir. Il rompt les liens les plus précieux sur un coup de tête, offense ses alliés stratégiques, car il ne supporte pas d'être contredit et sabote sa propre vie financière ou professionnelle pour prouver qu'il a le contrôle. L'autodestruction du narcissique ne provient pas d'une attaque extérieure, mais d'une sorte de permission cosmique donnée à sa propre nature toxique de le consumer. Le prédateur avale son propre poison, car il est absolument certain d'y être immunisé. Troisième étape, l'assèchement de l'apport émotionnel et la limitation de son influence. Le narcissique ne se nourrit pas d'air, mais de la réactivité émotionnelle d'autrui. Il a besoin de vous voir pleurer, crier, tenter de vous défendre contre des accusations absurdes ou implorer son attention.
Cette extraction de souffrance et de chaos régule son système nerveux défaillant et lui garantit l'illusion de pouvoir. Le troisième acte décisif de justice survient lorsque la providence intervient directement dans l'esprit de la victime. Un éveil cognitif se produit. Vous prenez conscience de la malice structurée. La dissonance cognitive cesse. Vous cessez de justifier le comportement de l'agresseur et adoptez une attitude clinique d'indifférence. Ce faisant, l'univers porte le coup le plus dévastateur à la biologie du narcissique, la famine émotionnelle. Son influence est neutralisée chirurgicalement. Quand le narcissique tente d'utiliser ses vieilles tactiques d'intimidation, vous ne cédez pas. Quand il se fait passer pour la victime afin de susciter votre pitié et votre culpabilité, vous l'observez avec un ennui et un silence absolu. Quand il essaie de vous punir par le silence, vous appréciez ce calme et ne le poursuivez pas. La source principale est tarie. Sans cette dose quotidienne de réactivité, la structure psychologique du manipulateur entre dans un état de défaillance aiguë. Il vit l'équivalent d'une grave crise de sevrage. Le narcissique réalise avec une terreur absolue que les boutons qu'il actionnait pour vous contrôler sont cassés. Il est impuissant face à votre lucidité. Et le pire pour lui, c'est de réaliser que toute la mise en scène de sa manipulation est désormais exposée. Il est à nu, la source est tarie et son influence a disparu. Mais le désespoir d'un narcissique qui perd sa principale source d'admiration et réalise que son masque se fissure n'est que le début de la fin. L'effondrement intérieur précède toujours la catastrophe extérieure. Lorsque l'esprit du prédateur devient un environnement hostile, dominé par une soif d'attention et une paranoïa chronique d'être découvert, il est contraint d'agir de manière erratique dans le monde réel, accélérant ainsi la phase finale et fatale de sa propre destruction. Son besoin désespéré de prouver qu'il détient encore pouvoir, contrôle et influence le pousse à accélérer ses propres erreurs et à déclencher une réaction en chaîne destructrice dans son entourage. C'est précisément à ce stade d'instabilité structurelle et de désespoir opérationnel que le destin opère le quatrième acte de sa chute. Ce qui n'était au départ qu'une simple fissure dans le masque se transforme en un effondrement total de son écosystème social et professionnel. La quatrième chose que Dieu fait toujours au narcissique malveillant est de purger son écosystème et de ruiner complètement ceux qui le soutiennent. Le narcissique n'agit jamais seul. Il construit sa vie entouré d'un réseau de soutien méticuleusement choisi. Ce sont des personnes empathiques, naïves ou manipulables qui lui servent de défenseurs, de porte-parole et de garants de sa fausse bonté. Cependant, la justice providentielle agit selon le principe de l'épuisement progressif. La tolérance humaine a une limite biologique et psychologique insurmontable. Avec le temps, et poussé par sa propre arrogance incontrôlée, le pervers exige de ses défenseurs une loyauté aveugle toujours plus grande. Il les accable de demandes absurdes, de mensonges contradictoires et de accès de rage injustifiés. La facture finit par être rendue. Ceux qui le défendaient aveuglément commencent à remarquer les incohérences. Les amis et la famille qui lui servaient de bouclier commencent à se sentir vidés, méprisés et épuisés. Leur patience a des limites. La providence ne fait pas disparaître comme par magie les alliés du narcissique. Cela permet tout simplement que l'expérience d'être en leur compagnie devienne tellement toxique et insupportable que l'instinct de survie repousse toute personne ayant un minimum de santé mentale. Cet échec de l'écosystème est brutal et silencieux. Le narcissique commence à réaliser que les invitations se font plus rares, que ses messages ne reçoivent plus la même urgence et que ses récits de victimisation ne suscitent plus ni larmes ni compassion. Il perd de son influence. Au travail, la situation suit le même schéma de déchéance. Le masque du professionnel brillant et indispensable se fissure face à son incapacité à travailler en équipe ou à assumer ses erreurs. Il tente de blâmer ses collègues, de saboter des projets et de fomenter des intrigues pour se faire remarquer, mais, dépourvu de l'intelligence stratégique que l'arrogance lui a volée, supérieur et subordonné perçant à jour la supercherie. Il est mis à l'écart
licencié ou contraint de changer d'environnement à répétition. L'isolement se matérialise non comme une punition infligée par un juge, mais comme la conséquence naturelle d'un parasite qui a décimé tous ses hôtes. Il se retrouve entouré uniquement de relations superficielles fondées sur des intérêts passagers ou l'intimidation, sans aucune loyauté véritable. Sa solitude extérieure devient le reflet de sa solitude intérieure. C'est dans ce contexte d'isolement chronique et d'échec social que se manifeste le châtiment ultime. La cinquième chose que Dieu inflige immanquablement au narcissique malin est la condamnation irrévocable à son propre vide existentiel et à son emprisonnement mental. C'est l'apogée de la justice divine et la réponse définitive à ceux qui se demandent si le prédateur émotionnel restera impuni. La pire condamnation que l'univers puisse infliger à un individu qui a passé sa vie à détruire la santé mentale d'autrui n'est pas un châtiment dans une autre dimension, mais l'obligation de vivre avec lui-même dans un silence absolu pour le restant de ses jours. Le narcissique ne possède pas de véritable identité. Son fort intérieur est une chambre noire et vide, emplie d'envie, de ressentiment et d'une peur paralysante de n'être personne. Toute sa vie, il a utilisé ses victimes et l'admiration du public pour combler ce vide. Mais à présent, sans soutien, sans crédibilité, sans complice, il est contraint de se tourner vers l'intérieur et d'affronter le précipice. Le temps est le bourreau le plus cruel du prédateur émotionnel. Un jeune narcissique peut user de son charme, de sa vitalité et de la promesse d'un avenir radieux pour attirer de nouvelles proies et entretenir l'illusion. Mais le vieillissement détruit impitoyablement cette dynamique. Le temps, avec son lot de fatalité, lui ravit la beauté, l'énergie et les ressources qui lui servaient d'appât. Le narcissique âgé devient une caricature tragique de lui-même. Les tactiques de manipulation qui paraissaient jadis charmantes ou spectaculaires sonnent désormais simplement pathétiques, prévisibles et lassantes. Plus personne n'a de patience pour le théâtre de la jalousie, pour les mensonges grandioses qui ne se concrétisent jamais, ni pour l'arrogance injustifiée et délirante. Il devient le parent éloigné que personne ne veut voir, l'ex-partenaire aigri que tout le monde bloque définitivement, la figure solitaire qui ressasse les mêmes histoires d'un passé glorieux qui n'a jamais existé. Dans cette prison mentale, il n'y a pas d'échappatoire. L'agresseur est rongé par l'amertume de voir ses anciennes victimes prospérer, trouver la paix intérieure et reconstruire leur vie à des kilomètres de là. L'envie devient une brûlure constante, une douleur corrosive et invisible. Au plus profond de sa conscience malade, il réalise qu'il a échoué dans son plan machiavélique. Il n'a pas réussi à exercer un contrôle absolu, à forcer le monde à l'aimer, ni à tromper la réalité. La condamnation ultime est la certitude indéniable qu'il est cliniquement incapable d'éprouver une joie véritable, d'aimer sincèrement qui que ce soit et de trouver la paix intérieure qu'il envie tant chez les autres. Le silence de l'isolement hurle les vérités qu'il a passé des décennies à étouffer par la violence. L'édifice de mensonges et de tromperies qu'il a bâti s'est effondré sur lui, et il est contraint de vivre chaque jour sous les décombres, prisonnier d'un cycle sans fin d'insatisfaction, d'ennui et de rage impuissante. C'est l'ultime intervention providentielle. Le châtiment ultime pour le narcissique malin est tout simplement d'être contraint de subir sa propre existence, sans aucun filtre d'illusion et sans aucune victime, pour absorber l'impact de sa toxicité. Comprendre ce mécanisme brutal de destruction structurelle et d'isolement inévitable n'a qu'un seul but, libérer votre esprit du poids, du ressentiment et du désir paralysant de vengeance. La justice est déjà en marche contre l'agresseur, et la force motrice et implacable de ce mécanisme est précisément le comportement malsain qu'il choisit de perpétuer. Cependant, face à la certitude mathématique de la ruine totale du prédateur, une question clinique et tactique fondamentale se pose pour votre propre survie. Si Dieu
et la loi de cause à effet veille déjà à la chute du narcissique dans les moindres détails, quelle doit être votre attitude pratique immédiate pour vous assurer de ne pas être entraîné avec lui au fond de l'abîme dans ces derniers instants de désespoir et de fureur? Quand on comprend que les 5 étapes de la ruine sont déjà enclenchées, la tentation la plus courante est de vouloir rester suffisamment prêt pour assister à la chute. Le désir humain de voir le prédateur payer pour ses actes pousse souvent la victime à maintenir des liens, que ce soit en surveillant les réseaux sociaux de l'agresseur via de faux profils, en restant en contact avec des complices pour recueillir des informations ou même en essayant d'orchestrer la révélation publique du manipulateur. Il est crucial de comprendre l'erreur tactique fatale que représente cette attitude. Lorsqu'un édifice colossal bâti sur la fraude et la manipulation commence à s'effondrer, la force gravitationnelle de cette chute crée un vortex de destruction autour de lui. Si vous restez assez près pour assister à l'effondrement et vous réjouir du cours des choses, les décombres de la vie du narcissique vous retomberont dessus. Votre attitude immédiate ne doit pas être celle d'un spectateur ou d'un juge, mais celle d'un survivant procédant à une évacuation d'urgence. Seule une rupture totale et une coupure absolue peuvent garantir votre survie. L'amputation chirurgicale diffère d'une simple rupture amoureuse car elle repose sur un postulat clinique radical. La personne que vous pensiez aimer n'a jamais existé et ce qui reste est un parasite, en proie au désespoir. Lorsqu'on ampute un membre nécrosé pour sauver le corps, on ne le conserve pas dans un placard en espérant une guérison, ni ne s'excuse auprès de lui. Couper les ponts n'est pas une tactique de manipulation, ni une forme de silence imposée pour punir le narcissique et le forcer à vous manquer. C'est une mise en quarantaine absolue. Il s'agit de bloquer tout accès physique, numérique, financier et psychologique. Cela implique de supprimer les numéros, de bloquer les profils, de changer les mots de passe, de modifier ses habitudes de communication et, surtout, de se débarrasser de toute personne servant d'intermédiaire entre vous et le manipulateur. Les amis communs qui insistent pour vous informer des malheurs ou du faux bonheur du narcissique doivent être immédiatement neutralisés et exclus de votre vie. Votre esprit doit être protégé de toute information extérieure. Savoir que le prédateur souffre n'accélérera pas votre guérison, et savoir qu'il semble aller bien ne fera qu'alimenter votre dissonance cognitive. L'absence totale de contact implique que l'existence du narcissique devienne complètement insignifiante pour votre psychisme. C'est précisément durant cette phase de rupture totale et de destruction structurelle que le narcissique déploiera les tentatives de reconquête les plus violentes et pathétiques. Réalisant que sa principale source d'approvisionnement a disparu et que l'isolement extérieur approche, il sombrera dans une panique existentielle. Son répertoire d'attaques sera épuisé. Il alternera entre de féroces campagnes de diffamation, cherchant à détruire votre réputation pour vous forcer à rompre le silence et à vous défendre, et des mises en scène théâtrales de victimisation absolue. Il est extrêmement fréquent que, face à un effondrement imminent, le narcissique invente de graves urgences médicales, menace de se suicider ou simule des crises financières pour tenter de réactiver son complexe de sauveur. Face à ces pièges, votre attitude doit être celle d'un roc inébranlable. Vous devez comprendre que toute réaction de votre part, qu'il s'agisse de colère, de pitié ou d'aide, sera immédiatement convertie en oxygène pour les poumons malades du manipulateur. Votre intervention ne le guérira pas, mais ne fera que prolonger la survie de ce parasite au prix de votre propre énergie vitale. S'il met sa vie en danger, la responsabilité de contacter les autorités ou les services d'urgence peut être confiée à des tiers, mais vous ne devez en aucun cas vous imposer comme solution. Vous n'êtes la personne responsable de la réhabilitation de personne. Vous avez officiellement renoncé à ce rôle. L'abandon de cette responsabilité est au cœur de la résolution psychologique. Les abus narcissiques ont conditionné votre cerveau à porter la culpabilité des réactions disproportionnées et des échecs de l'agresseur.
La libération exige que vous rendiez au narcissique tout le poids des conséquences qu'il a lui-même engendrées. Lorsque la justice divine isole cette personne et qu'elle se retrouve confrontée au vide et au rejet, ne ressentez aucune pitié. La pitié est le sentiment qui maintient la porte ouverte à de nouveaux cycles d'abus. Remplacez la pitié par la compréhension clinique que la solitude du prédateur émotionnel est la juste récolte de ce qu'il a semé pendant des années. Dieu et la loi de cause à effet n'ont pas besoin de votre aide pour exécuter cette sentence, et vous n'avez pas à vous justifier auprès du monde d'avoir choisi votre propre paix plutôt que la folie de l'autre. La société, souvent ignorante des mécanismes de la perversion narcissique, pourrait vous juger insensible ou extrémiste pour votre refus de pardonner et d'oublier. Mais l'opinion publique n'a pas encore payé le prix de vos nuits blanches, de votre stress chronique et de la destruction de votre estime de soi. La seule validation qui compte à ce stade, c'est votre propre sérénité retrouvée. Pour que la rupture soit définitive, il est essentiel de reprogrammer votre tolérance à l'ennui et à la paix. Le système nerveux d'une victime ayant subi des mois, voire des années, la tension d'une relation traumatisante devient dépendant de niveaux élevés de cortisol et d'adrénaline. Le chaos, les disputes, le silence radio et les réconciliations théâtrales ont agi comme des montagnes russes chimiques dans son cerveau. En instaurant un contact zéro et en vous distanciant du comportement destructeur du narcissique, votre vie retrouvera soudainement le calme. Il est impératif de ne pas confondre cette absence de chaos avec la dépression ou le vide. La stabilité émotionnelle, le respect mutuel dans des relations saines et la prévisibilité ne semblent ennuyeux qu'à un cerveau conditionné pour survivre en zone de guerre. Supportez l'inconfort initial du calme. Ne cherchez pas de stimuli toxiques pour combler le silence. Profitez de cet espace si durement acquis pour reconstruire vos limites, investir dans votre carrière, récupérer vos finances souvent dilapidées par les agresseurs et renouer avec votre identité, fragmentée pour servir le faux ego du manipulateur. La véritable justice ne se définit pas par le moment où le narcissique réalise qu'il vous a perdu, mais par celui où vous comprenez que vous n'avez rien perdu. La fin d'une relation toxique n'est pas un échec à déplorer, c'est une libération à célébrer. L'univers agit en éloignant inexorablement le prédateur de votre chemin et votre seul devoir est de ne pas vous retourner, de ne pas tenter de recoller les morceaux de son masque brisé et de ne pas négocier avec ce manipulateur. La porte est désormais close, l'approvisionnement est coupé, votre vie vous appartient à nouveau pleinement, et la ruine qui attend le narcissique, il l'affrontera dans un silence et un isolement absolu, conformément à la loi inflexible du destin. Si cette analyse directe et chirurgicale vous a apporté de la clarté et vous a aidé à couper définitivement les ponts, n'hésitez pas à liker pour signaler à l'algorithme que ce contenu doit toucher davantage de personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à déconstruire la manipulation avec profondeur et froideur analytique. Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir depuis combien de temps vous pratiquez le silence radio absolu. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran où j'explique en détail ce qui se passe dans l'esprit du narcissique lorsqu'il réalise que vous ne reviendrez jamais.